vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas, effectivement, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo sur la découverte du FinOps. Et cette fois-ci, on parle de 3 éléments qui sont assez imbriqués et qui permettent de bien saisir l'initialisation, en fait, la démarche elle-même du FinOps. On va parler principe, on va parler modèle de maturité, et puis on va parler des domaines du FinOps. Et vraiment, c'est des éléments plus théoriques, mais qui restent importants. Si on commence par la partie principe, hein, donc sur la partie des principes, globalement, ce qu'on voit, hein, c'est que FinOps se rapproche assez de cette démarche aussi connue DevOps, où on a besoin que toutes les équipes collaborent entre elles. Quand Hein, on parle ça, des c'est équipes, on va vraiment... parler des équipes techniques et pas que techniques. D'où le nom Oui, FinOps, équipe financière, côté argent, pour faire simple. Équipe technique, côté développement, production, opération. alors effectivement, c'est simplifié. Dans une autre vidéo, on a parlé des différents personas. On a parlé de comment on constituait une équipe FinOps. Et puis, on a parlé des autres types de personnages standards qu'on avait, le CFO, le CEO, l'engineering, l'IT, etc. Chaque persona ou équipe ont besoin de collaborer. Et pour ça, il y a aussi besoin de s'engager, c'est-à-dire que chacun prend des responsabilités et se dit, OK, je suis responsable de mon propre usage du cloud, c'est-à-dire que je ne vais pas dire, ah bah, le cloud, c'est uniquement l'équipe IT. Non, je suis une équipe de développement, je suis donc responsable de l'usage du cloud par les applications que je développe. Une, Exactement. évidemment, une autre équipe importante, hein, et qui est un grand principe, c'est que la partie équipe FinOps, c'est une équipe centralisée. Hein, donc, c'est une équipe centralisée qui pilote cette démarche autour du FinOps. Et cette équipe centralisée, elle est composée d'un représentant à peu près chaque domaine. Voilà, ça, c'est quand même les 3 premiers principes. Alors centralisé parce qu'effectivement, les autres équipes qu'on appelle du coup décentralisées sont souvent les équipes qui seront en charge de telle ou telle application. Pourquoi il y a ce modèle-là avec quelque chose en centrale et des périphériques? Parce qu'en fait, quand on va travailler, et ça on l'a vu, sur la partie, phase d'optimisation, et je vous encourage à voir, les vidéos, du cycle, du life cycle, du FinOps, hein, cycle de vie du FinOps, c'est que, il y a 2 manières d'optimiser. Il y a optimiser la manière dont on achète et il y a la manière d'optimiser sur l'usage. Donc l'usage, des ressources, hein, c'est vraiment une équipe décentralisée, entre guillemets «métier» ou qui est en charge d'une application, qui sait ce qu'on peut faire ou pas dans son application pour que ça fonctionne encore tout en optimisant. L'équipe centrale, elle, sera peut-être moins technique, mais elle connaîtra plus, elle fera plus passer les bonnes pratiques à l'échelle de l'organisation, d'où le fameux changement, culturel. Et c'est elle également qui va, probablement agir un peu comme une centrale d'achat avec des mécanismes tels que les réservations, qu'on peut avoir. 4e point, Franck? Mais 4e point, puisque on a une équipe centralisée, puisque on a besoin d'une collaboration, puisque chacun est responsable de son usage, eh bien, on doit suivre cet usage, on doit suivre aussi une certaine maturité. Pour cela, on constitue des reports, hein, on partage un avancement sur des métriques, sur des KPI qui sont partagés par les différentes personas. Eh bien, ces reports, il faut qu'ils soient accessibles à tous, et régulièrement, directement, consultable, ça serait vraiment top. Mise à jour automatiquement, etc. C'est peut-être dans un deuxième temps, euh, mais ces reports, ces dashboards, ils doivent être disponibles pour tout acteur de la partie FinOps. C'est un point important, c'est souvent une discussion qu'on a nous, alors avec nos partenaires parce que Franck et moi, nous travaillons dans la division des partenaires, hein, donc on travaille plus avec les partenaires qu'avec les clients finaux, mais certains partenaires sont également des éditeurs logiciels et souvent quand on vient discuter de la partie, optimisation des coûts, dans du cloud, une des premières questions qu'on va poser, c'est: «Est-ce que
vos tableaux de bord indiquant les coûts du cloud sont visibles par tout le monde, c'est-à-dire par les équipes effectivement qui opèrent le cloud, mais ceux également qui vont développer et qui ensuite vont pousser leurs applicatifs dans le cloud. Souvent, la réponse malheureusement est non. C'est une erreur en fait. Si les gens ne sont pas conscients, n'ont pas accès à l'information, eh ben, ils n'ont aucune idée en fait de l'impact de leur travail en termes de coûts. Et donc, on ne peut pas rentrer dans une culture virtueuse de la gestion des coûts si derrière on n'en a aucune idée. Voilà. Du coup, bon, on en Ça, rentre dans la valeur du cloud, parce que les ben décisions. oui, effectivement, on arrive sur le 5e point, c'est que les décisions qui sont prises lors de la phase d'optimisation, hein, eh bien, elles doivent être prises en gardant en tête la valeur business du cloud ici dans notre cas. Donc ça, c'est vraiment un point. Lorsque dans la phase d'optimisation, dans des structures un peu complexes, on met en place des business cases pour expliquer vraiment quel gain serait obtenu par telle et telle action, voilà, et ben, c'est des décisions, il faut prendre en compte cette business value du cloud. Et cette Et business le, value du cloud sera amenée également par le fait que on ne va pas travailler dans le principe du FinOps qu'avec les coûts, on va également travailler avec les gains, ces fameuses unités économiques dont on reparlera dans la partie terminologie, et qui permettent de dire j'ai dépensé tant, mais en face, ça m'a rapporté tant. Et c'est là, effectivement, où le dialogue bascule du monde j'ai un problème avec ma facture à je gagne de l'argent avec le cloud. Factuellement, c'est la base de départ est la même, on a toujours des éléments de coût. Il y a juste que quand on parle de business value, ça veut dire qu'on intègre dans la discussion le fait que oui, le cloud coûte de l'argent, mais c'est avant tout un outil qui permet d'en gagner. Ça, c'est une chose qu'on ça, oublie c'est souvent. un, ça, c'est un point aussi, lorsqu'on discute avec nos partenaires, et quelquefois avec quelques clients finaux, quand on leur demande combien ça leur a rapporté. Eh bien, souvent, ils nous regardent, parfois un petit peu étonnés de la question, parce qu'en fait, ils n'ont pas été chercher combien leur rapportait directement cette transformation, l'usage du cloud, etc. Ils n'ont pas été jusque-là. Mmh. Et donc, c'est pour ça que le FinOps a tout son sens. Effectivement. Dernier principe énoncé et qu'on peut retrouver assez facilement hein, dans la documentation de la FinOps Foundation, c'est de prendre en compte le coût, enfin l'approche du coût variable, le modèle de variabilité du coût du cloud. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, de bien se dire, ok, ce n'est pas un coût fixe, c'est un coût qui varie dans le temps, c'est un coût qui varie en fonction des modèles, c'est un coût qui peut varier en fonction des réservations, etc. Donc il faut il faut bien l'utiliser et bien le connaître. Mmh. Et donc tous ces principes-là, si vous passez la certification du FinOps Practitioner de la FinOps Foundation, il faut bien entendu complètement les comprendre. C'est vraiment la base de la base de la base. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que là-dedans, toutes ces belles choses, on peut se dire: «Ouf, ça va être compliqué, hein». Il faut que des équipes collaborent, que les gens deviennent responsables de leur usage, qu'il y ait une équipe centralisée, qu'il y ait des rapports accessibles, qu'on prenne des décisions par rapport à la valeur du business, donc de savoir combien ça rapporte. Et puis après, là, on est en prendre l'avantage sur un modèle de cloud de prix qui est variable, alors que jusqu'ici, on a l'impression plus de le subir sous la forme d'un coût, ça va pas se faire du jour au lendemain. Alors effectivement, Non, ça se fait pas du jour au lendemain. et c'est pour ça qu'en fait, dans le modèle FinOps, il y a une notion également de modèle de maturité, et ce modèle de maturité va vous permettre de vous positionner, et donc pour chaque élément, on retrouvera toujours la notion de crawl, walk, run, c'est-à-dire en gros de Ramper, ramper, de marcher marcher et de et courir. et de courir euh, effectivement, et il faut savoir effectivement que toutes les organisations ne sont pas au même niveau de maturité. Ça, c'était le rapport le State Report of FinOps, qui était donc une enquête qui est faite par la Finance Foundation tous les ans. Donc ça, c'est le rapport de 2021. Et sur les 800 et quelques répondants de cette enquête, 43% s'estimaient avoir juste les bases en fait en termes de FinOps. À peu près l'équivalent estimé marché, très peu finalement se sentaient vraiment très matures dans leur practice. Donc c'est quelque chose effectivement qui se fait dans le temps, qui doit se faire en évoluant. Il ne faut pas chercher à être plus royaliste le roi.
Il ne faut pas chercher à tout avoir nickel au premier cycle, parce que ce ne sera jamais le cas en fait, ou alors vous ne ferez pas le cycle, vous ne terminerez pas. Et donc il faut savoir apprendre et monter progressivement en gamme. C'est pas très différent, on parle souvent hein, du pendant du parallèle avec le monde du DevOps. On n'a jamais vu une organisation passer du vendredi soir en mode cycle en V, développement à l'ancienne, et le lundi matin arriver et que toute l'organisation est en mode DevOps. C'est pas comme ça que ça marche en fait, hein. C'est un changement qui s'opère dans le temps, qui va être un changement dans les process, un changement dans l'outillage, un changement dans le reporting, un changement dans la façon de travailler et de s'organiser, hein. Et donc, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps, et d'où la notion effectivement, de ce modèle de maturité qui va vous permettre de vous positionner. Et après, pour chacun des éléments qui vont constituer une culture FinOps, et bien peut-être qu'au départ, vous aurez des éléments où vous serez meilleur à certains endroits parce que ben, vous avez déjà travaillé un petit peu, par exemple, sur je sais pas, le sujet des réservations. On va prendre un sujet parmi tant d'autres. Et sur celui-ci, vous serez peut-être très mature, mais il y en aura plein d'autres à côté sur lesquels vous ne le serez peut-être pas. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, le but, c'est de s'améliorer à chaque release du cycle et de tenir compte de ses erreurs et de voir là où on a été bon. C'est vachement important, hein, ne pas forcément attendre ou espérer d'être en mode run très rapidement dans toutes les phases du FinOps, hein, du cycle de vie du FinOps. On a parlé dans d'autres vidéos des trois phases, hein, donc informer, la deuxième c'est Optimiser. optimiser, et la troisième c'est opérer. Ça sert à rien, on ne va pas attendre d'être en mode run sur la partie informer pour passer à la deuxième, etc. etc. Hein, on avance, et chaque fois qu'on avance, on va s'améliorer. Et tous les fameux les FinOps domaines, donc les capacités dont on va avoir besoin et qu'une organisation doit mettre en place au niveau du FinOps, en fait, il y en a plusieurs. Elles sont là. Voilà. Et ben, on peut faire le cycle du FinOps sans être à 100% efficace sur chacune de ces capacités. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que, ok, ben, peut-être que sur le premier cycle, on fera pas grand-chose en termes d'optimisation. Peut-être que ce sera sur le deuxième cycle. Parce que dans le premier cycle, eh ben, on aura surtout travaillé peut-être plus des éléments sur la partie information, un peu moins sur l'optimisation. Mais dans tous les cas, on aura opéré des choses, on aura amélioré au fur et à mesure. Et donc ça, c'est important. Et globalement, les grands domaines qu'on va retrouver sont bien entendu la compréhension des usages du cloud et du cost et des coûts. Ça, c'est probablement, pour le coup, ça, c'est celui-ci, on est obligé d'y passer sur le départ parce que tout part de là, en fait, hein. J'ai une facture. Si déjà je ne sais pas lire ma facture, la comprendre, tout le reste, en fait, ne sert à rien. Tout le reste n'est pas faisable si on ne comprend pas le basique. Donc, effectivement, souvent, on va travailler au départ sur ce sujet-là, qui est de comprendre, effectivement, l'usage du cloud et des coûts. Et si on regarde au niveau de la Finance Foundation, cet élément-là, en fait, va se matérialiser en capacités spécifiques que sont l'allocation des coûts, la gestion des coûts partagés, les anomalies, l'unité de coût, le forecasting, etc. Ça, on les reprendra dans une vidéo, ce qu'on appelle les FinOps Capabilities, ultra important à connaître si vous passez la certification. Et donc, il y a effectivement de la lecture derrière à faire. Mais effectivement, la gestion des coûts de l'usage, c'est un ensemble de capacités en tant que tel derrière. Le deuxième, Franck? Eh bien, on doit suivre et donc savoir mesurer. Donc c'est toujours important parce que, comme on l'a vu dans une autre vidéo en termes de personas, des acteurs, des différentes équipes, eh bien, la partie performance tracking et benchmarking, c'est justement de se mesurer, de donner des unités communes et de savoir se positionner par rapport où est-ce qu'on en est. Alors une des premières, hein, ça sera, on verra bien sûr dans la partie capabilities, c'est la partie unit cost, hein, savoir ça, mesurer l'efficacité, se définir un budget et être capable de le gérer, etc., etc. La partie forecasting, gérer les anomalies, etc. On en parlera dans la vidéo capabilities. Voilà pour la partie performance. Ensuite, point important, c'est effectivement le real-time decision making. Et si on revient sur les principes dont on a parlé tout à l'heure, il y avait écrit que les rapports devaient être accessibles et timely et être Mise à jour de mis à manière jour fréquemment. fréquente. Exactement. Donc là, c'est un point important. Quand on fait du FinOps,
on n'atteint pas à la fin du mois de lire sa facture comme on reçoit sa facture de téléphone mobile ou d'autres choses à la maison, une fois par mois, puis qu'on la regarde, on dit ouais, c'est bon, ça déconne pas, et voilà. Non, la facture, c'est quelque chose qui se suit en permanence avec un outillage effectivement qui doit permettre de prendre des décisions assez rapidement. Ce qui est important, c'est que le fait d'avoir l'information ne veut pas dire qu'on va réagir derrière. Et ça, c'est deux choses qui sont, qu'il va falloir tenir compte. C'est que pour que la prise de décision en temps réel soit, ou quasi temps réel soit faite, il vous faut trois choses. Il vous faudra effectivement de l'outillage qui va vous exposer des dashboards où vous envoyez des alertes ou des notifications ou des SMS. Ça, c'est de l'outillage. Il va vous falloir des gens qui seront concernés par ces fameuses alertes ou notifications ou outils. Et puis surtout, il va falloir des processus derrière qui vont en gros définir quelles actions vont faire ces personnes et avec quels outils suite à une remontée d'informations, etc. Donc ça, c'est important parce que effectivement, si vous notez un exemple simple, on vous notifie que hier, en fait, on a cramé 50% de la facture du mois, du budget prévu pour le mois en cloud. Si on est le 2 du mois, c'est qu'on a un souci. Ça veut dire qu'effectivement, on a complètement foiré le budget ou alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est une anomalie. À l'inverse, et donc on doit faire quelque chose rapidement parce que sinon ça va partir de manière exponentielle. À l'inverse, si on est l'avant-dernier jour du mois de facturation et qu'on a une notification qui dit qu'on a 50%, on a toujours le même outil, on a toujours les mêmes personnes qui sont concernées. Après, l'action derrière, le processus associé derrière, c'est peut-être simplement de ne rien faire parce que ça veut dire que, ok, si on a cramé, consommé que 50% du budget en un mois, bah, ça veut dire que soit le budget était trop haut, soit qu'on a bien optimisé. Voilà. Donc vous voyez que les comportements ne sont pas les mêmes et donc la prise de décision rapide, là, je parle d'une prise de décision qui peut concerner pas mal de stakeholders, hein. Ça peut être un CEO, ça peut être des gens des équipes produits, ça peut être des gens de l'équipe FinOps, enfin, tous les gens qui peuvent être concernés finalement, c'est-à-dire tout le monde. Optimisation des coûts, ça c'est un classique. Optimisation des coûts, c'est important, hein, puisque on l'a vu dans une autre vidéo, hein, que finalement ce qui est payé, hein, le spent, c'est finalement l'usage par le rate, donc l'usage par le coût. Ça, c'est un axe d'optimisation. On se doit de connaître les différentes pistes d'optimisation de ce prix. Donc là, c'est toutes les possibilités de sélectionner les bons lieux d'exécution, sélectionner les bonnes, les bons familles de machines virtuelles, par exemple. voilà, de pouvoir aussi identifier le gâchis, parce que c'est aussi là, hein, qu'on va pouvoir identifier les élèves. Donc ça, c'est vraiment la partie optimisation rate. Rate et usage. Optimisation. Enfin, le gâchis, c'est Alors, l'usage. gâchis, c'est l'usage, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux axes à travailler. Il faut les connaître. Il y a plein de solutions qui sont disponibles. On en parle dans plein d'autres vidéos. Et puis le dernier, effectivement, c'est l'alignement par rapport à l'organisation. Là encore, effectivement, c'est de se dire, les changements que je vais faire en termes de cloud vont-ils être efficaces pour l'organisation? Est-ce qu'effectivement, si j'arrive à optimiser mes coûts, je vais permettre par exemple de faire augmenter la marge de la boîte et donc la rendre plus profitable pour investir un peu plus, et cetera, et cetera. Donc là encore, vous voyez par exemple juste cette zone-là qui est effectivement l'organisation, l'alignement avec l'organisation, finalement elle va faire appel finalement à pas mal de corps de métier derrière ou d'éléments. Donc ça va aller de la culture FinOps, la partie chargeback, hein, j'ai des coûts, mais après je les redistribue, ça, c'est important. Donc je suis aligné par rapport à l'organisation en disant que chacun est responsable de ses dépenses et donc je leur réenvoie la facture, par exemple, de savoir gérer des budgets, prendre des décisions derrière, d'être accountable en français, Responsable. responsable, effectivement, responsable. D'intégrer effectivement tout ça dans l'IT Asset Management, parce que ça reste quand même géré par des IT à la fin, donc effectivement il y a une gestion de l'ensemble. Et puis effectivement, de mettre en place toute la partie éducation également et activation de tout ça auprès de tout le monde avec bien entendu les policiers. Donc vous voyez, chaque fois qu'on a un domaine, en fait, le domaine en fait fait appel à plein de capabilities. Et donc les capabilities, on les verra dans une prochaine vidéo, car on vient de terminer cette vidéo, Franck, où on parlait des principes. Voilà. On a parlé des principes, hein, on a parlé du modèle de maturité, et puis on a parlé des grands domaines de la partie FinOps. C'est des sujets qui sont nécessaires et qu'il faut maîtriser si vous êtes intéressé par passer la certification Practice Owner sur la FinOps Foundation.
Eh bien, on vous laisse, le lien pour aller, voir les restes des vidéos de la playlist FinOps. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et on vous souhaite une bonne fin de journée.